Hello brodeurs et brodeuses. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast avec une brodeuse que j'adore qui s'appelle Élise de The Comptoir. On en reparlera plus longuement du coup après. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, donc moi je m'appelle Johanna Charitopoulos, je suis moi-même brodeuse, je crée des kits. Donc chaque mois je sors une nouvelle collection de 3 kits pour 3 niveaux différents, débutant, initié et haute couture. Le niveau haute couture, souvent c'est du crochet Lunéville. Ça pourrait être peut-être de la broderie or aussi, voilà. En tous les cas, ma broderie elle est plutôt rock and roll, voilà, inspirée d'une ambiance un peu vintage, pop culture et des musiques à guitare, c'est ce que je dis tout le temps. Je fais aussi des patrons PDF de mes collections. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, tout est sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description en bas. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous laisse avec ma discussion avec Élise. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis hyper heureuse, une fois de plus, de recevoir une invitée, mais alors vraiment que j'adore, qui est Élise de The Comptoir, que j'ai découvert il y a longtemps grâce aux grenadières, on va peut-être en reparler, et à un kit que tu as fait pour les grenadières, d'une brodeuse. Donc les grenadières, je le rappelle, hein, c'est les brodeuses d'or dont faisaient partie les femmes de ma famille. Et tu as fait un kit magnifique avec une brodeuse de mon village, ce qui est quand même exceptionnel parce que c'est un tout petit village du Massif central. Donc c'est génial. Eh bien, écoute, on peut commencer. Est-ce que tu veux déjà te présenter et puis nous parler un peu de ton parcours broderie et autres? Eh bien, bonjour, moi c'est Élise, je suis brodeuse et créatrice de broderie, autodidacte. Moi j'ai commencé ça toute seule, j'ai pas fait d'école et tout ça, j'ai pas de transmission familiale particulière, donc j'ai appris toute seule. Donc ça marche comme ça marche. Les aficionados de la broderie, des fois, sautent au plafond parce que je fais des nœuds. Le Oh, truc, oui, mais ouais, faisons des nœuds, tu vois? on s'en Et il y a fout, plein on s'en de fout. gens que ça. C'est pas comme ça qu'on fait en broderie. Ouais. Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Ouais. Moi, Voilà, je donc en suis gros. d'accord avec toi. Moi, je trouve que la broderie, il faut que ça soit spontané et surtout pas prise de tête. Ah ouais. Et Ouais. puis, je trouve que c'est l'avantage quand t'as appris tout seul, c'est que t'es pas bloqué par la technique. T'es pas bloqué par, bah, je sais pas, par ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Juste, tu fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, t'auras au moins appris que ça marchait pas comme ça. Et du coup, moi, c'est comme ça que je travaille. Et quand des fois j'ai besoin pour des projets particuliers, mais on en reparlera, je vais me former sur cette question en particulier. Et je vais pas. Parce que je trouve que c'est ça qui est toujours un peu bloquant. Moi, je le vois en atelier avec les gens qui viennent. Ils ont peur avant même de se lancer, sans même avoir appris, en n'acceptant pas que c'est comme ça qu'on va apprendre. Voilà, donc moi j'y vais, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Après, moi, ce que je dis tout le temps, je trouve que la broderie, la technique, évidemment, c'est un plus, et puis on peut faire des choses, voilà, après, plus recherchées, entre guillemets, mais en fait, c'est quand même un médium où on peut déjà faire plein de choses sans technique, en fait. C'est assez Ah bah, intuitif, quoi. moi je dis, c'est rien à voir avec le tricot, le crochet, où là il y a Oui, des à l'envers, à l'endroit, machin. Bien sûr, en broderie, il y a des points spécifiques, il y a des techniques à connaître ou pas. Enfin, il y a des techniques qu'on peut connaître, mais juste tu prends du fil, tu prends une aiguille, tu prends un bout de papier ou un bout de tissu, et déjà tu fais de la broderie. complètement. Voilà. Si tu veux, Complètement tu mets d'accord. des perles, si tu veux, tu mets des plumes, si tu veux, tu mets Mais des oui, bouts de plastique, des boutons, des je sais pas quoi, et puis tu t'amuses mais comme bien ça, sûr. quoi. Et puis pendant longtemps, les femmes surtout, hein, brodaient de cette manière-là. En fait, elles ne se posaient pas forcément de questions. Oui. Ouais. Oui, puis elle se le transmettait. Il y avait ce truc de la Aussi, c'est vrai. transmission que moi, par exemple, j'ai pas eu sur la broderie. J'aurais pu l'avoir sur le tricot, mais c'est pas du tout mon truc. Mais non, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on peut se débrouiller comme ça, quoi. Mais complètement. Et alors, tu faisais quoi à la base? Donc, si tu faisais pas de la broderie, tu pars d'où? Quelle carrière Moi, professionnelle? j'ai commencé mon parcours de brodeuse 1 an après la fin de mes études. Ok. J'ai fait des études assez longues de scénographie. Donc j'avais une appétence, dirons-nous, pour la scénographie et l'éclairagisme. Et on est resté 1 an, on était à Strasbourg à l'époque.
Et on est resté 1 an là, le temps que mon mec finisse sa thèse. Et pendant cette année-là, j'ai bossé aux Arts Déco dont je sortais. Je faisais des stages, des bouts de projet à droite à gauche, une vie de saltimbanque, parce que je savais que derrière, on partait aux États-Unis. Et on va être très honnête, j'étais pas très douée là-dedans. Je vois déjà les amis que j'ai gardés de cette époque-là qui eux, étaient bourrés de talent. Et je les vois toujours travailler aujourd'hui et je me dis: «Waouh, mais comment on peut être si talentueux?» Et déjà eux, ils galèrent, donc j'imagine même pas moi, moi j'ai pour moi ma ténacité, mais à part ça, dans ce domaine-là, j'avais pas grand-chose. Donc puis mes profs me l'ont très vite dit. J'ai eu mon diplôme, c'était l'essentiel et on est parti et je me suis dit, déjà que j'étais pas très douée dans un milieu que je connais, dont je connais la langue. Arrivée aux États-Unis, je parlais pas un mot d'anglais. Je me suis dit: «Bon, pas la peine, quoi». Et du coup, heu, les études, c'est quand même un parcours qui est quand même très chargé, très dense, très éprouvant. Quand on arrive en fin de master, peu importe que ce soit en art ou pas, parce que mes potes me charrient beaucoup là-dessus moi j'ai un master en pâte à modeler, je les enquiquine. Ça reste très éprouvant, quoi. Et arrivée aux États-Unis, j'étais un peu, heu abasourdie de plusieurs années intenses et je me suis dit: «Je vais prendre le temps. On va vivre un peu d'amour et d'eau fraîche». On venait de se marier, donc on avait un peu de sous. Je me suis dit: «C'est pas grave, je vais profiter de cette opportunité que la vie me donne de vivre dans un autre pays pour, prendre le temps». Et donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de lancer un projet bébé, j'ai pris le temps de bloguer, j'ai pris le temps de coudre, de découvrir, de voyager pas vraiment parce que bah, on n'avait pas les sous, mais on a beaucoup découvert, Washington et ses environs. Et petit à petit, la broderie est venue comme ça. Mais au début, c'était pas du tout, enfin, j'avais rien à voir avec la broderie, quoi. Donc aux C'est que États-Unis, tu as arrivé commencé, ouais, génial. j'ai commencé aux États-Unis et en fait, c'est surtout parce que j'étais aux États-Unis que j'ai commencé. J'aurais été en France, j'aurais trouvé 50 000 projets sur lesquels bosser ou bosser bénévolement, bien sûr. Tu as fait une petite Heu parenthèse, ouais, une petite parenthèse créative finalement. Ouais, c'est ça, puis c'est aussi un pays où enfin, c'était aussi un pays où c'était possible. Tu pouvais te lancer et puis ça marchait, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, tu auras essayé. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Finalement, j'ai bien fait. Effectivement. D'accord, donc les États-Unis et ensuite, donc tu es revenue en France au bout d'un moment? Ouais, mais on est resté 5 ans quand même. 5 ans? Ah ouais! 5 ans, donc j'ai eu le temps de faire 2 enfants, de, lancer mon entreprise, de, C'est génial. survivre au Covid avec des Ah Américains oui, qui allaient tu plus travailler, donc ils étaient complètement, stressés, il fallait qu'ils fassent des trucs, donc ils commandaient beaucoup de kits pour s'occuper beaucoup. c'est génial. Donc au début, tu vendais tes kits en fait vraiment aux États-Unis, tu les vendais pas en France? Ouais, même avant ça, je faisais des broderies finies que je vendais. Ah. Ouais, on est Je faisais beaucoup à des avoir commencé marchés, par ça, ouais. et je faisais même de la couture, vêtements de bébé en parallèle. Ah incroyable! Et ce qui a pris, c'est la broderie, puis les gens, ils aimaient bien ce que je faisais, mais ils voulaient faire eux-mêmes, donc j'ai commencé à donner des cours. Et puis, il y a une mercerie avec laquelle je bossais, qui était en banlieue de Washington, qui m'a dit: «OK, on va faire un atelier, mais c'est le printemps, j'aimerais que ce soit sur les cerisiers en fleurs», qui est un truc très emblématique de Washington, les cherry blossoms. Et du coup, j'ai commencé mon tout 1er kit comme ça. Elle m'a dit: «J'aimerais que» Génial. c'était une banlieue très richou et les gens, fallait pas qu'ils se fassent chier. Fallait que ce soit clé en main. Ils mettent la thune, mais faut que ce soit clé en main. Et elle me dit: «Tu préfères tu sais, des petits paquets là, où tu mets tout dedans». Mon 1er kit est né comme ça. Incroyable. En Mmh. plus, alors moi c'est bon, je suis très, comment dire? Je suis assez passionnée par, les arts populaires américains et du coup, il y a des choses très intéressantes en broderie, surtout dans ces Ouais. régions-là, non? Avec la liche Ouais, en patch, en en patch, ouais. ouais, puis en art du fil, tu vois, Mmh. les nanas, elles payent pas de mine, elles ont l'âge qu'elles ont, donc elles peuvent avoir 12 ans comme elles peuvent en avoir 80. Elles sont dans la fermette et puis,
c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même vraiment vrai. Elles se retrouvent pour la County Fair du coin, où elles exposent leurs patchs immenses, magnifiques, rien à voir avec les patchs qu'on peut voir en France. No offense pour les gens qui exposent leurs patchs. C'est un travail de grande patience pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais des fois, le style me percute moins que ce que je pouvais voir là-bas. Et puis, oui, il y a cette... Déjà, dès l'école, ils font beaucoup d'art créatif. Plus qu'en France. Ah ouais, beaucoup plus. Ah ouais, c'est intéressant ça. C'est beaucoup plus manuel. Enfin, le manuel fait partie du quotidien, quoi. Et les gens sont OK de mettre des thunes là-dedans, ils sont OK de reconnaître le travail que c'est. Et je pense plus qu'en France, où on a un côté où on sépare beaucoup art et artisanat, Oui, c'est vrai. ce qui n'est pas le cas là-bas. Là-bas, il n'y a pas de mot pour artisanat. Ok. On va dire craft si c'est du fait main, on va dire handmade, mais on va pas, il n'y a pas d'artisan. C'est direct, t'es artiste. T'es un craft artist ou t'es un DIY artist, mais il n'y a pas d'artisan. Moi, Très j'adore intéressant. l'étiquette de l'artisanat, hein, j'ai pas un problème avec ça, hein. Mais du Ouais, coup, mais tu c'est te sens vrai très que vite valorisé et t'as pas de syndrome de l'imposteur puisque les gens te définissent déjà comme ça. très intéressant. Mm. C'est pour Du ça que je dis que ça a été souvent à l'origine de pourquoi je l'ai fait là-bas et que j'aurais pas pu le faire ailleurs. Ouais, je comprends, ouais. Et alors, comment tu as transféré tout ça en France? Alors, ton business, ta manière de faire, tout? En fait, tout était déjà en place. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais en activité. Covid, j'ai eu une très, très, très bonne année. Vraiment, j'ai fait très bien travailler, un peu trop. Mais non, c'était incroyable. C'était pour les artisans qui pourraient écouter, je faisais des 800, 1000 $ par mois juste en restant chez moi, rien qu'à vendre des kits. Et à l'époque, j'avais genre 8 modèles, quoi, de kits. Incroyable. Et les gens, mais donc c'était un peu compliqué pour moi psychologiquement à gérer, avec 2 enfants en bas âge, coincés dans 40 mètres carrés, à pas sortir parce qu'aux US, vraiment, on ne sortait pas pendant 4 mois, ça a été très long. Euh, et puis tout ça dans la même pièce. Je travaillais, je vivais, je mangeais, je dormais, tout ça dans mon salon, puisqu'on n'avait que 2 chambres qui étaient pour les enfants. Enfin bref, donc c'était très étouffant et très suffocant, mais en même temps très exaltant. Et en même temps, il y avait... mon travail est beaucoup lié à l'actualité, et l'actualité était très très lourde. On était dans le quartier de Boston le plus touché. On voyait nos voisins se faire saisir leur maison parce que du jour au lendemain, ils avaient Wow. tout perdu parce que leur taf s'arrêtait. Il y avait une hausse énorme d'attaques, enfin de coups de feu dans notre quartier à ce moment-là. Enfin, Wow. c'était très lourd. Il y a Black Lives Matter qui est arrivé. Enfin, tout ça très, très angoissant, très riche, très émulsionnant. Et rentrer en France, finalement, c'était pas si compliqué. Ouais, non, on est rentré, et puis j'ai continué. En fait, tout bêtement, j'ai continué. Une fois la famille sur les rails, en fait, je me suis pas arrêtée. On est rentré le 1er novembre 2020 et le 8, je reprenais les expéditions, quoi. Ok. Tu avais déjà une Ouais. clientèle en France ou pas du tout? J'avais un peu une clientèle en France parce que j'avais déjà des revendeurs en France. À l'époque, les envois Ok. étaient beaucoup plus simples et beaucoup moins chers. Oui. Avant la hausse Oui. draconienne des prix douaniers. Et ce qui faisait que c'était pas compliqué de bosser avec la France. Ok. Donc j'en avais pas beaucoup, mais j'avais quand même des revendeurs en France. Tu avais une petite base. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vends toujours aux États-Unis, du coup? Je crois que c'est un des pays où avec lequel j'ai arrêté de travailler. En janvier dernier, j'ai envoyé ma dernière commande aux US. Je pense que depuis, tout a été vendu, quoi. Dû aux hausses des tarifs douaniers, Ouais, directement. puis même là, sur la période de Noël, la Poste avait arrêté, Oui, exact. avait stoppé toutes les expéditions vers les États-Unis. Donc le peu de commandes vers les US que j'avais eues en fin d'année, je les ai annulées. En disant, genre, mais je peux pas vous les envoyer, en fait. Bah, oui. Voilà. Mais on va garder espoir que le lien Ouais, se s'établisse. recrée, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Ah, du coup, si on revient un peu sur ta création, alors je trouve que c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser avec toi parce que tes sujets sont très intéressants, percutants. J'aimerais savoir un peu comment tu travailles, du coup, ce qui t'inspire, comment tu crées tes motifs, etc. Euh,
J'ai pas trop de recettes magiques, mais j'arrive à quand même, voir un pattern avec les années. Soit, je travaille pour créer un kit et du coup, je pars avec une thématique. Au début, je faisais beaucoup ça et je cherchais la photo en conséquence, le message, tout ça, ça allait dans ce sens-là. Aujourd'hui, je travaille plus du tout comme ça parce que, ma communauté a grandi et que ça m'offre un miroir, très instantané sur ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Donc souvent, je brode pour moi et suivant la réception, ça devient ou non un kit. OK. Et des fois, quelquefois, juste, il y a une photo que j'aime bien et pouf, j'ai envie de la proposer en kit et je le fais, quoi. C'est Oui, parce très que dépendant. on va le préciser donc pour les auditeurs. Donc toi, tu as des supports tissus, mais aussi des supports papier. C'est quelque chose que tu fais beaucoup, ça, sur Ouais, tout à photo. fait. Beh, je brode le papier depuis le début, ça fait, 8 ans, quoi. Comme, je brode des perles depuis 8 ans, comme, voilà, j'ai tout un peu comme j'avais pas ce truc, lié à l'académisme, à la technique, j'ai tout un peu essayé en même temps, quoi. Je faisais de la linogravure que je venais rebroder par-dessus Ah sur ouais, génial. papier, enfin voilà, j'ai testé beaucoup de choses comme ça parce que moi je viens des arts plastiques. J'ai fait un bac arts plastiques, après j'ai fait, une prépa, après j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai beaucoup été dans ce avant de me spécialiser en scéno, j'ai quand même beaucoup touché à plein de matières, de médiums, de mélanger les supports, de tout ça et j'ai fait ça avec la broderie aussi et quelque part, je le fais toujours aujourd'hui Oui, parce que ne serait-ce que de mettre de la broderie sur de la photo, c'est déjà du collage, bien des fois sûr. je redessine par-dessus et voilà, je sais plus ce qu'était la question. Et du coup, sur tes sujets, donc là, on est sur Ah oui, des choses, les ouais, sujets, ça, ouais et point important ben, quand même. ouais, point très important parce qu'en fait, maintenant tout vient de là. Tout vient de là, surtout, toujours voir le bon côté des choses depuis quand même, 4 ans, l'actualité est quand même, très riche, hein, vraiment très dense et c'est pas compliqué pour moi de trouver de l'inspiration. Donc c'est comme ça que je travaille, c'est avec les trucs qui me restent en tête. Il y a des photos que je collecte depuis des années et puis j'entends une phrase à la télé, à la radio, dans une série, dans un podcast, dans un truc et là je me dis: «Waouh, ça irait trop bien avec cette image». C'est génial. Et du coup, tu as des sujets quand même qui sont engagés. On en parlait pour le dernier épisode avec Gina et compagnie, tu connais Mmh. peut-être Mélanie, Mmh. qui elle aussi parfois a des sujets engagés. Et on parlait de la difficulté des fois que ça pouvait être aussi sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que toi, tu as des problématiques particulières par rapport à ça? Bah, moi, je me suis jamais cachée. Depuis le début, je fais du travail, enfin, je veux dire que ça va plutôt être, rare que je fasse une broderie qui n'est pas engagée que l'inverse et du coup, ce qui fait que ça montre très vite la couleur. Les gens qui me suivent savent pourquoi ils me suivent et quand je fais des fois des collabs, avec des maisons d'édition ou quoi et là, ça ramène d'autres publics et quand je me repositionne sur un événement, genre les législatives, les gens découvrent d'un coup, mes opinions. Je dis: «Mais ils ont pas du tout regardé mon travail, enfin vraiment, je ne m'en cache pas, quoi». On regarde 4 broderies que je fais, on sait très bien, où je me positionne sur l'échiquier, politique, quoi. Et c'est OK, moi je veux dire, je m'adresse pas que aux gens qui sont d'accord avec moi, c'est pas du tout le but. Et au contraire, je trouve ça, très intéressant de se confronter à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Le problème, c'est la violence que ça peut engendrer. Mm. La violence, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai eu, ça a un peu cassé quelque chose en moi à chaque fois. La violence et l'impunité des gens, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit en réel, quoi, sur Ah des oui, aussi, salons. parce que c'est vrai que souvent on met ça sur le compte des réseaux sociaux, mais finalement tu l'as aussi vécu sur des salons, par exemple. Bah, je me suis plus fait insulter, moi, perso, sur les réseaux, qu'en salon. Ça, c'est en salon, on insulte mon travail ou on insulte Oui, les gens que je montre. oui. Sur les réseaux, on m'a traité de terroriste, on a dit qu'on allait brûler mes kits, que voilà, Ah c'était oui, assez violent. Ouais, ouais, c'était assez violent. c'est Parce fou qu'il y a quand des même. sujets sur lesquels on se positionne et on va être tout de suite, catalogué et tout ça, alors que juste quand tu es factuel, tu dis des faits, il y a pas d'avis à donner. Mm, mm, mm. C'est des faits, quoi. Et tu Bien peux sûr, dire que ce fait-là te révolte et c'est pas parce que tu dis que ce fait-là te révolte que ça veut pas dire que ce fait-là te révolte tout autant. bien sûr. Les gens qui savent lire entre les lignes, liront entre les lignes. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels parce que des fois, dans mon audience, on me dit: «Ah mais on t'a pas entendu là-dessus». Je sais pas, peut-être que mon avis,
Et oui, on attend peut-être leur maintenant apporte, aussi de toi, peut-être, ouais, un ouais, peu. Donc ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je le dis une fois. Je dis: «Je ne le dirai qu'une fois, voici mon avis et sauf s'il change, je ne reviendrai pas sur ce sujet». Et Et oui, je alors trouve ça dur parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais broder et je me le permets pas parce que humainement, en plus, enfin, ça fait vraiment problème de riche, quoi. Mais quelque part, c'est la réalité et j'accepte de le dire, quoi. Mais c'est trop dur pour moi, humainement, tout ce que ça peut engendrer derrière à gérer, alors que je parle de trucs immondes, quoi, ou des gens qui meurent dans d'atroces souffrances et tout ça, hein. Enfin, je veux dire, mon petit malheur que ça pourrait engendrer n'est rien à côté de peut-être le côté bénéfique que ça pourrait avoir que j'en parle. Mais à un moment, j'ai déjà trop joué avec ma santé mentale par rapport à mon travail et maintenant je sais, me protéger de ça. et je pense Malheureusement, ouais. on en est là, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que je t'en parle parce que c'est un vrai sujet. Je pense qu'on peut facilement se projeter, là-dessus dès qu'on est un peu sur les réseaux sociaux. En fait, on voit bien, hein, comment ça se passe, en commentaire, même sur d'autres, voilà, d'autres personnes, des choses qu'on dit D'autres et sujets et sur en d'autres même temps, sujets et ouais, ça se comprend complètement, hein, qu'on puisse être bloqué, à cause de ça, quoi. Alors qu'on brode à la base. ouais, c'est juste des fils et une aiguille, quoi. Mais bon, on dit Ouais, ça dit plus des gens que de moi, bien sûr. ça dit plus de leurs propres triggers que des miens, enfin voilà. Donc bon, je trouve ça dommage, quoi. Mais tout ce qui touche à l'artistique sert à ça aussi. Bien sûr. Et quand on dit que tout est politique, la broderie, c'est politique, Mmh. il y a plein de gens que ça fait chier quand je dis ça, et ben, à un moment, faut aussi l'accepter, quoi. Vouloir dire que ce n'est pas politique, c'est déjà un acte politique. Et que ça plaise ou non, c'est une réalité. Ce que tu manges, ce que tu dis, ce que tu vis, comment tu te déplaces, comment tu t'habilles, comment tu te nourris, comment tu t'habites, comment tu fais famille, enfin tout ça, c'est politique. Est-ce que tu as des N'en choses à nous déplaise. montrer un petit peu, du coup, pour qu'on puisse, voir, est-ce que tu as préparé des Heu, petites broderies? j'ai ramené plein de trucs. Hop, Ah, comme un génial. petit plateau de fromage. Super. Oui, non, mais c'est vrai que c'est autant profiter que c'est fini. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est faire passer des messages esthétiques, puisque je travaille sur quelque chose de figuratif, quoi. Donc il faut que esthétiquement ça accroche et j'aime faire rire les gens. On est quand même dans un monde au quotidien où rigoler, c'est pas toujours une évidence et j'aime bien faire rire les gens et ce que j'adore, c'est sur les salons, je vois des gens un peu, bon, les apparences, ça veut rien dire, mais des fois, des gens un petit peu qui ont l'air un peu tradis, un peu peut-être un peu coincés ou étriqués ou je sais pas quoi. Ils arrivent sur mon stand et ils se marrent et j'adore ça. J'adore ça. Et ça, par exemple, alors comme j'ai fait des écoles d'art, j'ai une grande, culture, enfin une grande culture, par rapport à beaucoup de gens, j'ai une culture du monde de l'art. Ce qui me fait que j'adore détourner des œuvres que moi j'ai pu étudier en cours ou quoi. Et C'est celle-là, marrant. elle me fait trop rire. Bon, il y a une grand-mère qui m'a dit, «Vous pouvez m'expliquer? Je comprends pas ce que ça veut dire». Donc sur mon stand, 4e jour de salon, 10 minutes avant la fermeture, il a fallu que j'explique wesh bien ou bien. Bah, c'était un très beau moment. C'est génial. Je fais aussi des partenariats avec d'autres créatrices. Là, c'est avec, Lisa de Fortiche qui est Oui, une, super. graphiste, Je illustratrice, mettrai son lien graphiste. Ouais. dans la Elle description. est basée à Nantes et Génial elle ce fait qu'elle fait. des illus, de jeux de mots culinaires sur assiette. Et donc là, elle fait un peu de broderie aussi, sur des torchons, des serviettes. Et là, il a fallu trouver des jeux de mots culinaires féministes sur assiette imprimés sur tissu. C'était Tout un ça notre, programme. problématique. Et Génial. on s'est bien marrés, donc c'était cool. Toujours sur le monde de l'art, j'aime bien aller voir, ce que disent les images, parce qu'une image, est à replacer dans un contexte, est à replacer dans un moment, enfin voilà, il y a plein de choses. Et quand cette, peinture est sortie, La liberté guidant le peuple, elle a fait scandale, non pas parce que, la figure représentant Marianne montrait un sein, puisque la femme est un objet et que là, c'était une allégorie, pas vraiment une femme, donc c'est OK.
qu'elle se foute à poil, n'est-ce pas? Par contre, ce qui a choqué, c'est qu'elle ait des poils aux aisselles. Parce que d'un coup, elle ne devenait plus une allégorie, elle devenait un vrai corps. Et la femme est un objet, donc on a le droit de lui dire si elle a le droit d'avoir des poils ou pas. Et c'était déjà à l'époque. Il faut quand même savoir que le siècle des Lumières a fait beaucoup de mal à la place de la femme dans la société. Très intéressant tout ça. Et en fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que broder une fleur, c'est joli, mais en fait, ça veut dire tellement plus que ça. Voilà. En parlant de broder des fleurs, ça c'est mon herbier, c'est un modèle que j'aime énormément, qui touche vraiment tout le monde. Je pense que là, voilà, en fait, ça dit beaucoup de moi, ma santé mentale à cette époque-là. On était en plein retour en France, donc déjà le retour à cette réalité-là était pas évident. En plein dans les couvre-feux, les confinements qui s'enchaînaient, les machins comme ça. Et j'ai tout fait beaucoup, et j'avais besoin de beaucoup de nature. Celui-là, comme d'autres avec plein de fleurs, est né à ce moment-là. Ça, j'en parlerai après. Ça, c'est un kit qu'on a fait en collab avec mes abonnés sur Instagram. C'était la première fois que je faisais ça et c'était cool. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et donc, c'est des femmes au travail. Donc, j'ai commencé une série comme ça, la série des femmes au travail. Donc, pour le moment, il y en a 3. Il y en aura d'autres un jour, quand j'aurai le temps. Et là, par exemple, ce choix d'image, il est compliqué j'étais soulagée de la trouver parce que comme j'aime travailler sur des photos anciennes, que ce soit pour une question d'esthétisme, mais également pour une question de droit d'utilisation des images, n'est-ce pas? On est quand même dans un monde très occidentalo-centré et très avec une histoire coloniale hyper présente, n'en plaise à certains, n'en déplaise à certains, et trouver des photos qui ne mettent pas que en scène des femmes blanches, bah, c'est pas évident, quoi. Et c'est un vrai questionnement que je me pose parce que esthétiquement, j'aime les photos que je choisis. Ceci dit, continuer à ne montrer que des femmes blanches, enfin, à un moment, je suis plus alignée avec ça, quoi. Et c'est vrai que cette photo-là, elle est parfaite parce qu'il y a tout. J'adore. Il y a tout. Et j'adore. Ouais. J'adore ce projet. C'est un très beau projet. Et je remercie tous les gens qui ont participé au vote. Et après, il y a tous les projets sur papier. Là, j'en ai plein. Tu vois ça? La même époque que l'herbier. Hein, il s'appelle, au début, il s'appelait Take Care, maintenant il s'appelle Self Love. Mais voilà, hein, ça c'est la même époque. Après... Ça reste des sujets universels, hein. C'est vrai que les fleurs, la nature, c'est ça. Je pense que ça... Celui-là, je me demande si c'est pas le plus politique que j'ai fait, et je l'ai fait quand Trump est revenu il y a un an ce kit. Et il dit: contre le fascisme, l'espoir est une exigence absolue, avec ces femmes qui transportent des valises sur lesquelles il écrit amour, paix, savoir et espoir. Voilà. Il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout ce projet, parce qu'ils veulent pas de ça dans la broderie. Mais les gars, la broderie, c'est quand même aussi beaucoup ça. Bien sûr. Après, j'adore. Moi, je m'éclate. Je m'éclate à trouver des phrases. Franchement, je m'éclate à trouver des phrases qui me font d'abord marrer, moi. Si ça me fait pas rire, ça va pas faire rire les gens. Et des fois, je trouve l'inspi dans des podcasts. Ça, c'est un épisode des couilles sur la table qui était un double épisode qui était dédié à la masculinisation de la langue française et comment on est allé mettre un double sens sur les mots féminins. Mais on a le droit d'appeler une chatte une chatte. Et puis c'était aussi parce que en salon, on me demandait beaucoup mais vous auriez pas un modèle avec un chaton dans un arrosoir? Il y a le chaton, il y a l'arrosoir. C'est génial. Et n'empêche que il plaît beaucoup aux petites mamies parce qu'elles aiment bien les petits chats et que du coup c'est elle voit d'abord ça et ensuite elle voit le message. Mais voilà, c'est drôle. En plus, je pense qu'avec l'humour, on peut faire aussi passer beaucoup de choses. Oui. Alors celui-là, je l'ai en carte postale, elle est sur mon bureau. Je l'adore. Je crois que c'est ma préf. Mais celle-là, ouais, je l'ai faite il y a 2 ans, je crois. Et oui, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et ce qui est drôle, c'est qu'il plaît à beaucoup de gens. Je suis sûre que dans le lot, il y en a plein qui sont peut-être
malgré des tartes. Mais après tout, nous ne sommes pas tous la tarte Oui, de de quelqu'un. quelqu'un. Je pense que oui. Et les gens pour qui je suis une tarte, je vous salue bien bas. Et ouais, il y a cette série-là, je m'éclate aussi. Ah, excellent. Et celui-là, j'en suis à ma 3e version. Et j'ai fait le Tu veux ma photo, je sais plus ce que c'était le premier. Et là, le dernier que je viens de faire, c'est Mes yeux sont plus hauts. Voilà, bon, après, on s'amuse. Moi, j'adore, voilà. Quand je dessine, tu vois, je peux dessiner sur les Ah oui, photos, ça celui-là est m'éclate. excellent Voilà. aussi. Voilà. Ou alors, on Excellent. est pépouze. Voilà. Bon. T'as En combien de gros, modèles en tout, tu saurais dire? j'ai, À la je bouche. crois, tout compté, donc y compris, par exemple, les différentes villes ou les différentes héroïnes ou tout ça. Je crois que je suis à 130 références Ah, yes. de kits. Donc, c'est trop. Un moment, il va falloir en arrêter certains. Il y en a qui fonctionnent plus peut-être avec le temps ou finalement Euh, Il y en a qui fonctionnent moins. Genre l'herbier, à une époque, c'était. Enfin, j'en ai amené 40 en salon. En 2 jours, j'avais plus rien, quoi. Donc, c'était vraiment. Il marche moins, mais je le vends toujours, quoi. Enfin, je vais pas l'arrêter. Et il y en a qui marchent pas beaucoup, mais politiquement, ça me paraît intéressant de les avoir. J'en ai un où il y a. C'est des gens qui tiennent des ballons de baudruche et les ballons de baudruche forment des lettres. Et les lettres forment le mot Pride. Et je viens les broder en point de nœud en arc-en-ciel. Et ce kit-là, je le vends pas énormément, je le vends un petit peu, mais je pourrais très bien l'arrêter, je m'en rendrais pas compte. Par contre, je trouve ça important que les gens le voient sur mon stand. Bien sûr, oui. Bien sûr. Voilà. Et en fait, tu arrives, malgré le fait que ce soit engagé, à faire des choses qui ne sont pas datées, parce que c'est ça peut-être aussi le risque. Enfin voilà, tu arrives à faire quand même des choses qui s'inscrivent d'une manière un peu plus J'ai fait un universelle, quoi. projet sur Free the Nipple et ça marchait beaucoup au moment du début de ce mouvement-là de Free the Nipple. Mais en fait, il marche toujours parce que juste la broderie en elle-même est très jolie. Donc, Oui, c'est ça. enfin, le choix de la photo est joli. Donc il continue à fonctionner. Ça le colle, je l'ai fait en version PDF, en printable, à acheter sur le site, à imprimer chez soi. Là, je vais pas m'amuser Bien sûr. à sortir de la trésorerie pour un truc qui va faire cheap. Voilà. Bien sûr. Les gens que ça fait toujours ou marrer ou que ça met en colère, ou les deux, peuvent l'acheter et continuer à le faire. Mais c'était très daté dans le temps. Oui, Et c'est ça. j'en ai fait un. J'en ai fait un comme ça et ça m'a servi de leçon. C'était sur le Covid. Et c'était une photo pendant la grippe espagnole, là, en 1917, où avec des femmes avec des chapeaux magnifiques, enfin une tenue vraiment comme de 1917, quoi. Et avec des châles énormes qui partaient du chapeau, comme ça, pour faire un masque. Et cette photo, je l'adore. Et donc, j'étais venue écrire, c'était un projet guidé, donc ce qui est à broder et imprimé dessus. Et il y avait écrit, we are all in this together. Et bien, en fait, j'ai pas eu le droit de le commercialiser parce que Etsy a vite mis le holà là-dessus parce que ils ont stoppé très vite tout ce qui était en lien avec le Covid. Pour éviter de faire de la thune avec le malheur des gens, ce que je peux très bien comprendre. Je le faisais pas dans cette optique-là, mais bon, des fois, trop de précautions va mieux que pas assez. Parce qu'il y a aussi des gens qui abusaient de ça, parce que. Bon, bref. Et du coup, au moment où ça aurait pu se vendre, j'ai été interdite de le vendre, puisqu'à l'époque, aux États-Unis, je travaillais principalement avec Etsy. Et je me suis retrouvée avec tout mon stock sans savoir quoi en faire. Et là, je me suis dit, ah, quand c'est trop marqué dans le temps, ça ne marche pas. Donc maintenant, je sais ça. Oui, maintenant, tu as tiré la leçon. Et d'ailleurs, donc tu vends de quelle manière? Tu vends sur ton site? Tu as beaucoup de revendeurs aussi, c'est ça? Alors, je vends sur mon site Etsy, je continue Etsy, même si ils se servent beaucoup trop au passage et que maintenant, on trouve vraiment de tout sur Etsy et de moins en moins d'artisanat. Je vends aussi chez beaucoup de revendeurs. Ouais. La liste, pas à jour, est sur mon site. Dans le à propos de J'en profite pour faire ma petite pub pour ma copine Sidonie Lou Haffer, Oui. si vous êtes dans le coin, qui vient de prendre un stock
Elle a super. fait une super soirée, je crois, la semaine dernière, non? C'était génial. Je fais une Ah. petite parenthèse, une petite Donilou d'ailleurs, on t'embrasse parce que je sais qu'elle regarde, qu'elle écoute et qu'elle regarde des podcasts. En fait, elle a fêté ses 1 an et du coup, elle avait fait un tricoté géant, donc on peut venir tricoter. Et puis bon, il y a des personnes qui ne tricotent pas, Tricote qui pas. brodent. Et du coup, il y avait tes kits, c'était génial. On a passé un super J'ai eu moment. plein de stories. J'ai eu plein de stories de plein de gens. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça avait l'air chouette. Vous avez eu l'air de bien vous Très amuser. bien. Et dans la Loire, on trouve aussi à la Maison des Grenadières ton travail. Oui, tout à fait. Donc ça, je fais un petit spoiler, on va faire un épisode de podcast avec la Maison des Grenadières. Donc Très on bien. parlera de toi, je pense. Oui. Comme il y a un nouveau projet, enfin voilà, un nouveau musée qui ouvre, etc. Et du coup, Ouais, pour le nouveau musée, il y a plein de trucs que je dois leur livrer c'est génial. très rapidement. Je n'ai plus de vie. Donc il y aura Mais de c'est pas la grave. nouveauté The Comptoir aux Grenadières. Ouais, alors, oui, vous pourrez y aller. Ça va devenir ma succursale peut-être. Génial. Et d'ailleurs, comme on parle souvent ici des Grenadières, je fais mon petit quart d'heure parce que c'est vrai que voilà, c'est une histoire personnelle et tout. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu as créé du coup le projet Non, mais t'as vu cette transition, il était juste là. Alors, comme spoiler, il y en a un nouveau qui va arriver. Yes. Voilà. Ce sera toujours Aimé. Donc Aimé qui est de mon village, hein. Quand même, c'est incroyable. Oui. Moi, ça m'émeut à chaque fois parce que C'est j'ai dingue. des larmes aux yeux. C'est incroyable. Et c'est puis... magnifique ce que tu fais. Ouais, c'est gentil, je t'en Mais là, c'est pareil, j'ai appris toute seule. Hein. C'est une technique un peu plus poussée, tout ça. Je vais te dire quelque chose. Donc c'est un musée qui est spécifique donc de la broderie or, hein, puisque en fait c'est ce que faisaient les femmes là-bas, hein, les grenadières. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est un très bel ouvrage, hein, souvent en boutique là-bas sur la broderie or, etc. Mais moi, quand j'ai vu ton kit, je me suis dit ah ouais, elle a renouvelé le genre quoi. J'ai trouvé ça. Mais en fait, des fois, de ne pas avoir les connaissances académiques, ça permet une fraîcheur et une spontanéité dans la création que tu n'aurais pas si tu avais le savoir. C'est ça. Parce que des fois, plus on en sait, moins on en fait, quoi. Donc, le savoir, c'est aussi le pouvoir. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai créé, quoi. Sûr, ouais. Et ça n'a pas été que facile parce que la famille a quand même a eu un regard, ce qui est normal parce que ils font généreusement don de l'image de leur ancêtre et c'est important qu'ils aient leur regard, mais faire passer ma vision de la chose sur ce que eux avaient peut-être projeté, je pense que c'était pas si évident pour eux à gérer. Et c'est aussi ça, travailler avec des photos, c'est pas juste un bout d'image ou un dessin de fleurs ou je sais pas quoi, c'est très bien un dessin de fleurs. Mais dans la photo, il y a toujours c'est toujours chargé. Il y a toujours de l'affect, toujours de la projection, il y a toujours tout ça, quoi. Bien sûr. En plus, c'est vrai que pour contextualiser un peu, les femmes donc, faisaient ça en plus des travaux de ferme et tout. Et aujourd'hui, nous, quand on voit leur travail, c'est vrai que c'est un savoir-faire qui est incroyable, qui est même perdu au niveau qu'elles avaient. Et en fait, elles en vivaient très peu, elles étaient quand même exploitées. Alors, il y avait du positif, du négatif, mais moi, par exemple, ma grand-mère, je l'ai toujours entendu en parler en mal, en fait, hein, soyons honnêtes. Hein. C'est pas elle qui m'a donné la vocation, hein, franchement. Non, mais oui, c'est vrai que moi ce que j'aime ça. J'aime redonner de la valeur à des choses qui ne l'ont pas été. Et la famille d'Aimé a fait une page dans le livret qui accompagne le kit parce que c'était pour moi important qu'on voit que c'était pas que une image. Ça vient pas d'une banque d'images. Souvent, je bosse avec des banques d'images parce que juridiquement, c'est aussi comme ça que je me protège sur l'utilisation des images que je fais. Et là, je voulais vraiment différencier ça, qu'on sente tout ce qu'il y avait derrière, tout l'affect. Et en même temps, je pense pas qu'il y avait tant d'affect parce que les femmes de ces générations, c'est des femmes dures parce qu'elles ont une vie dure et elles ont pas l'amour facile forcément, quoi. Et le texte qui a été écrit par la famille, je trouve qu'il retranscrit beaucoup de respect et de bienveillance et d'amour, mais aussi une certaine dureté qui, je crois, est assez fidèle à qui elle était. Et moi, j'aime bien ça. Et donc, il y a un nouveau kit qui va sortir sur Aimé, mais cette fois, elle sera pas celle sur la photo et elle sera pas en train de broder. Génial, j'ai trop hâte de voir. Et alors, du coup, parlons un peu de tes projets.
Qu'est-ce qui va sortir? C'est quoi l'actu brûlante de The Comptoir? L'actu, là, c'est n'importe quoi. Il y a plein de trucs dont je peux pas parler parce qu'ils sortent dans longtemps. Oui. Mais non, c'est bien. En fait, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a plein de boulot et c'est génial, quoi. J'adore. C'est très stimulant. Artistiquement, c'est très stimulant. Mais il y a des nouveaux kits qui sortent. Il va y avoir de la nouveauté à la boutique du Mucem. Il va y avoir de la nouveauté au Petit Palais à Paris. Et j'adore bosser avec les musées. J'adore parce que déjà, j'ai cette culture-là du musée. Il n'y a pas besoin d'avoir la culture du musée ou d'y être allé toute sa vie pour commencer à y aller. Hein. Gardons ça bien à l'esprit. N'importe qui, à n'importe quel âge, peut commencer à avoir une vie muséale, sachez-le. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'ai un peu évolué. Et avoir aujourd'hui cette opportunité de travailler sur des thématiques spécifiques, pour des lieux spécifiques, dans des endroits spécifiques, et ben, c'est très valorisant. J'adore. Donc voilà, il y a des kits à venir, Mucem et Mucem, j'adore cet endroit. Ouais, Mucem, ouais. C'est génial. Sur la mer. Ah, génial. MERE. Pas la mer MER. Et c'est vrai que le thème de la mer MERE, je l'avais pas encore abordé trop parce que déjà pendant longtemps, enfin jusqu'à ma dernière grossesse, plein de gens ne savaient pas que j'étais mère parce que c'est une partie de ma vie, mais c'est pas lié à mon travail. Des fois, c'est lié à ma non-possibilité de travailler, mais ce n'est pas lié à mon travail, donc c'est vrai que je n'en fais pas forcément part à tout le monde, quoi. Et puis parce que je trouve ça très important de ne pas... Les meufs qui n'ont pas de gosses, qui n'en veulent pas ou qui n'arrivent pas à en avoir, elles en ont assez, je pense, qu'on leur rabâche sans arrêt. Et les gosses, et c'est pourquoi, et machin. Donc je me dis, quand elles viennent voir mon travail, elles n'ont pas besoin de remettre une couche. Donc pendant longtemps, ça a été ça mon positionnement. Aujourd'hui, avec un peu de recul, puisque mon aîné est dans sa 10e année, je sais aussi que c'est important, et je le vois aussi, que ce soit en atelier ou des fois en salon quand je discute avec d'autres mères, que c'est aussi soror de leur faire cette place-là. Donc c'est une bonne occasion à saisir cette expo Mucem sur la mer, d'aborder ce sujet-là. Bon, génial, je prends note. Super. Et du coup, j'aime bien poser, parce qu'on arrive un peu à la fin du podcast, 2 questions autour de la broderie à proprement parler. La première, c'est est-ce que tu as une recommandation? Alors, ça peut être extrêmement large. Ça peut être une expo, ça peut être une adresse, ça peut être une formation, un livre, voilà, n'importe quoi qui parle de la broderie. Et la deuxième question... J'ai fait les petits matins. Génial. Et la deuxième question aussi, ça sera donc un regard sur une autre brodeuse ou un autre brodeur. Et voilà, que tu nous recommanderais. Alors, c'est une expo passée qui n'a pas tant à voir avec la broderie, mais qui a à voir avec la matière textile. Dans toutes ces... Je pense que tu l'as peut-être vu, cette expo. C'était au Musée des Arts Décoratifs de Paris, c'était en 2024, donc ça remonte un peu. Mais ayant plein d'enfants et une entreprise, je n'ai pas le time d'aller en expo, malheureusement. C'était l'expo de Iris Van Herpen. Ah, je l'avais ratée celle-là. Mais oui. Ah, mais elle était zinzin. Elle est une incroyable, expo cette femme. Donc voilà. Et je crois qu'elle tourne encore. Je crois qu'elle tourne parce que je crois qu'une amie à moi l'a vue, il me semble, à Amsterdam il n'y a pas longtemps. Ah bah, ça vaudrait le coup même d'aller à Amsterdam pour voir ça. Donc ouais, je recommanderais ça. Mais juste pour le toucher des yeux, quoi. C'est vraiment ça. Il y a certainement un livre en plus, en catalogue d'exposition. Je pense qu'il y a un catalogue d'expo, ouais, tout à fait. Elle est incroyable, Iris Van Herpen. Ah ouais. Et puis vraiment, c'est sentir avec les textures avec le regard. Ça m'a vraiment frappé, quoi. C'est génial. Super. Et donc un brodeur, une brodeuse. Une brodeuse, Carmen Mardonez, je sais plus, j'arrive pas à me relire, sympa. Sur Instagram, de toute façon, je noterai tout. Super. Sur Instagram, c'est Desbordado, qui est une Chilienne qui vit à Londres. Et en fait, on a commencé en même temps. Ok. Et on a débuté en même temps. On était toutes les deux aux États-Unis à l'époque.
et on a pris des chemins assez, différents. Mais elle, à l'époque, elle brodait sur des filets de patates et aujourd'hui, elle fait des expos magnifiques et pareil, on est sur la texture du fil et comment c'est pas juste du fil pour, coudre un bouton, quoi. C'est de la peinture, c'est du crayon, c'est de la texture, c'est presque de la terre, quoi. Enfin, c'est assez incroyable, très pictural son travail, donc je le recommande, C'est vraiment. génial. Mais oui, je vois qui c'est. Je mettrai la description, ouais, je te conseille d'aller voir. Trop bien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose après cette discussion? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, dont tu aurais envie de parler? Faites-vous confiance si vous avez envie de brodez. Si vous avez envie de, monter une entreprise, faites-le. Si vous avez envie de coudre un bouton, faites-le. Si vous avez envie de pas faire tout ça, ne le faites pas. Enfin voilà, vraiment, à un moment, on ne se doit qu'à soi-même des choses. Donc les avis des autres et les qu'en dira-t-on et tout ça, on s'en fout. C'est un bon mot de la fin, je pense. Voilà, je crois que c'est un peu tout ça parce que moi, souvent en atelier, c'est ce que je vois. C'est vraiment, les femmes se bloquent, les hommes beaucoup moins bizarrement, mais les nanas se bloquent beaucoup elles portent des décennies et des héritages de traumas, dont elles n'ont pas besoin et ça les empêche vraiment de se lâcher et de s'octroyer le plaisir de faire des choses avec leurs mains, ce qui est beaucoup, négligé pour, sa santé mentale. C'est vrai. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais tu donnes des ateliers aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Mmh. Pardon, je prends une gorgée de café. Je donne des ateliers, au Make It Club à Toulouse, qui est un lieu qu'on a ouvert avec, Julie de Avril Fabrique, pour les couturières et on s'y éclate bien, on est bien. On est bien au Make It Club, là, jusqu'en mai, je ne fais pas d'atelier, puisque trop de travail, pas le temps. Mais voilà, j'aime bien faire des ateliers, que ce soit de broderie ou d'autres choses d'ailleurs, parce que comme j'ai ce passif, art plastique, je fais plein d'autres trucs, de la sérigraphie, du cyanotype, du punch needle, de la broderie papier, tissu et je suis sûrement commencer à faire d'autres sortes d'ateliers parce que vraiment j'aime trop ça. C'est génial. Bon, bah, pareil, Make It Club, je mettrai, dans la description, comme ça vous retrouverez tous vos Merci. liens et vous pourrez aller voir, eh bien, tout ce qu'on s'est dit. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Élise, d'avoir pris du temps, en ma compagnie. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et donc, bah, de toute façon, on se dit à très vite, dans plein de projets, Oui et dans plein de salons. et dans plein de salons. Ah oui, parce que tu fais énormément de salons. Ouais, Montpellier, Bruxelles en mars, Nantes en avril et fin février, il y a Agde aussi Ah, et je serai à Paris aussi en juin. OK. Et au CSF chaque année? Au CSF, je serai à Nantes en fin d'année et à Toulouse, au mois d'octobre. Génial. Il y en aura Super. sûrement d'autres qui se grefferont d'ici là. De toute façon, suivez-la sur les réseaux sociaux et vous verrez tout. Sinon, c'est plus simple comme ça. Oui, oui, faisons comme ça. Nickel. Merci infiniment, Élise, à bientôt. Merci, à bientôt!